Madame, monsieur, bonsoir. Bien, on se retrouve, comme on l'avait dit, c'était il y a plus de 3 semaines, c'était juste avant les élections municipales. Nous avions déjà reçu un certain nombre d'architectes avec eux. Nous avions abordé la question du logement. Malheureusement, cette émission avait été écourtée. On avait promis de revenir. Entre-temps, il y a eu des élections, mais pas seulement municipales, puisque le nouveau président de la maison d'architecture est là. Bonsoir. On va commencer par vous, monsieur Angèle. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Didier Bergen aussi, bonsoir. Bonsoir. Qui était déjà là. Et Michel Corbin, bonsoir. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons d'autres personnes qui viendront parler particulièrement de cet ouvrage qui est un petit peu le début de cette émission. C'est à partir de cet ouvrage que j'ai lu et que j'ai apprécié, que j'ai voulu savoir un peu plus sur ces gens qui font de la maison ici, qui, comme disait Jacques Berthelot, qui ont fait constructionnement à casa. Alors, Didier, Frédéric Angèle, je vais vous poser une question. Comment ça se passe quand on change de président à la maison, à la MAG? C'est quelque chose de tout à fait normal, ce cycle? Quand on change de président à la maison d'architecture, Oui. il faut savoir que la maison d'architecture est d'abord une association. Oui. Donc, c'est un regroupement d'architectes, donc de membres associatifs qui sont là pour valoriser la qualité architecturale. Donc, quand on change de président, on ne change pas forcément de vision, Oui. on change simplement d'équipe. Oui. Mais c'est un renouvellement qui se fait, entre guillemets, en douceur, puisque l'équipe est renouvelée partiellement, puisque les membres qui sont actuellement présents à la maison d'architecture sont des membres qui étaient également présents les années précédentes. Oui. Mais alors, vous êtes élu sur quoi? Enfin, puisqu'en général, quand on a un mandat, on a un objectif, on a une ligne directrice. Qu'est-ce qui va changer à la MAG? Qu'est-ce qui va changer à la MAG? C'est surtout À la part le continuité du projet. Oui. C'est la continuité d'un projet. Oui. Le projet reste toujours le même, comme je vous l'ai dit, c'est valoriser la culture architecturale, sensibiliser la communication de façon différente avec le public guadeloupéen. Mais ce qui va changer, c'est surtout le contact différent avec les personnes, puisque ce sont d'autres personnes qui vont être en contact avec la population. Mais dans le fond, la maison d'architecture continue dans sa lignée de valorisation de la culture architecturale. Bon, merci. On va revenir vers vous tout à l'heure. On va accueillir donc nos deux autres invités. Michel Corbin, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas envie de dire que vous êtes un vieux de l'architecture, mais enfin, vous êtes quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience. Et si on parle du logement en Guadeloupe, c'est parce que généralement, on dit toujours, on en a parlé la dernière fois, on va revenir sur ce vieux débat, que les gens peuvent se passer d'architecte. Alors, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, expliquer aux Guadeloupéens à quoi sert réellement un architecte dans le paysage urbanistique de la Guadeloupe. Donc, dans le logement, il y a les logements Social, bien sûr. privés, les logements sociaux, la maison individuelle, les grands ensembles. Donc, il faut marier tous ces éléments. Tous ces éléments qui sont les mêmes, puisqu'il s'agit d'habiter, il s'agit de faire vivre des familles, il s'agit de travailler, il s'agit d'habiter. Donc la nécessité de l'architecte, il y a eu une architecture spontanée un peu sans architecte, que Jacques Berthelot a bien décrit dans ses ouvrages, mais c'était une architecture pleine de bon sens et qui était faite avec des matériaux très simples. Et puis les gens faisaient, ils avaient pas de normes, mais ils avaient ce qu'on peut appeler un certain bon sens. Bon sens, oui. Et ils faisaient bien les choses. Oui. Et quand je regarde maintenant les normes HQE qu'on nous envoie, qu'on nous pond à Thierry-Larigot, on s'aperçoit que la petite case créole, posée comme ça simplement, Oui. elle avait déjà ces normes. On recueillait l'eau, elle était ventilée par le dessous, et elle était bien ventilée, elle était bien positionnée par rapport au site. Les gens savaient où mettre leur maison. Donc plein de choses, disons, qu'on avait perdu de vue, qui sont revenues et qui reviennent actuellement et qui deviennent obligatoires maintenant. Mais alors, est-ce que, je pose la question aussi à Didier Bergen, est-ce que la case antillaise ou la case créole, elle est en voie de disparition dans le paysage urbanistique guadeloupéen aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai que la case créole est en voie de disparition, étant donné que maintenant les gens tendent plus à habiter dans un habitat un petit peu plus moderne, Oui. qui soit groupé sous forme de logement ou en individuel moderne. Mais l'on constate de plus en plus une renaissance, non pas de la case, mais des matériaux, du bois par exemple, que l'on retrouve sur des immeubles. Avant, les immeubles étaient faits en béton, maintenant nous avons des immeubles en béton avec bardage bois. On a même des immeubles en
en bois, d'accord, avec des étages en bois. On prend l'exemple d'un immeuble qui s'est construit à Bergevin. Mais c'est vrai que les us et les coutumes changent et les gens au niveau du bois, avant vous savez que lorsque vous habitiez dans une maison en bois, il y avait deux types de maisons en bois. Il y avait la maison du maître qui était très bien, il y avait la maison de l'esclave. C'est ce qu'on appelle la case nègre. La casa nègre, oui. qui était petite, qui n'était pas vraiment vivable parce que les gens vivaient autour à l'extérieur. Donc quand dans les années 65-70 on parlait de maisons en bois, les gens ne voulaient pas. Le béton venait d'arriver avec la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, Tessier-Crevaux. Les gens, ils ont voulu prendre le béton, surtout aussi que le béton c'était sécuritaire. Il y avait des cyclones, on était dans une maison en béton, donc on était protégés. Maintenant, on allie le bois et le béton. C'est vrai qu'au niveau des normes, que ce soit cyclonique ou sismique, les maisons, quand elles sont bien construites, peu importe, elles sont parasismiques ou elles sont paracycloniques. Donc la maison, la case antillaise disparaît, mais le principe même de maison antillaise revient. Oui. Et il revient à la mode. Du point de vue du matériau, vous avez dit. Du point de vue du matériau, oui. Est-ce que la case créole a donné naissance, je vous pose à tous les trois la question, à une architecture particulière? Bon, je sais que Berthelot, on a beaucoup parlé dans la case antillaise, mon carité, mais est-ce qu'aujourd'hui, comme vous êtes architecte, vous êtes formé en France, pas en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a pas encore d'école d'architecture, que je sache. Est-ce que les normes qu'on vous donne, qu'on vous explique, est-ce qu'elles permettent aujourd'hui d'arriver à quelque chose de cohérent dans notre paysage créole? Non, pas vraiment. En fait, nous avons des habitudes. Les normes qui sortent, là, si je prends l'exemple de la RTA ADOM ou de la RTG, qui est une norme une réglementation thermique, on n'avait pas vraiment besoin de cette norme, étant donné qu'avant, nos pères et nos grands-pères, ils construisaient sans normes, ils ne connaissaient pas les normes. Vous savez, c'était naturel. C'était naturel. On oriente une maison est-ouest parce que nous avons des alizés qui viennent de l'est, oui, qui traversent la maison et qui partent à l'ouest. Donc nous avons des varanques, nous avons des fenêtres à lames qui permettent une ventilation. On retrouve ça ici maintenant. On a toujours retrouvé ça. Nous avons ça en nous. Lorsque nous allons faire nos études, c'est vrai que nous sommes plus basés sur une culture un petit peu plus européenne, voire mondiale, mais qui exclut le bassin caribéen. Et c'est lorsqu'on revient ici qu'on se réapproprie notre culture caribéenne et qu'on essaie de faire en sorte que les gens soient dans un habitat un petit peu plus personnel, en alliant effectivement tradition et modernité. Mais est-ce qu'on peut dire, je pose aussi la question, M. Angers, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le Guadeloupéen doit se faire à l'idée qu'il ne pourra plus habiter en individuel, qu'il soit de plus en plus obligé d'habiter en immeuble collectif, au vu de la superficie du territoire, par exemple? Je ne suis pas sûr qu'il faille absolument se faire à cette idée. Après, Didier Bergen l'a bien expliqué, on construit en fonction de nos modes de vie, de nos coutumes. La construction est basée sur la façon dont chacun vit et chacun va vouloir vivre là où il se sent mieux. Il y a des personnes qui ne pourront pas vivre de façon collective. Il y a des personnes qui peuvent s'adapter facilement à l'habitat collectif. Maintenant, il est vrai que par rapport non seulement à la superficie du territoire, à la superficie constructive, mais également par rapport aux nouvelles normes, mais aussi tout ce qui a trait à la qualité visuelle. On a des exemples qui sont concrets actuellement avec tout ce qui est rénovation urbaine. Toutes les tours qui faisaient 7 étages sont entre guillemets abandonnés au profit de tours qui font 4 à 5 étages. Oui. Donc on densifie plus en étalant les constructions, mais pas forcément en rassemblant plus de population sur la même superficie construite. Oui. Je pense que la population guadeloupéenne doit se faire à l'idée de la construction qui doit rester adaptée au cadre de vie qu'on connaît. Oui. C'est pas seulement pour respecter la haute qualité environnementale, c'est une norme, mais c'est surtout pour rester dans entre guillemets, un contexte social qui permet à chaque habitant d'être à l'aise chez lui, tant en termes économiques qu'en termes sociaux, qu'en termes artistiques. Oui. On a envie de vivre dans du beau, dans du bon, dans quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est pérenne. Oui. Alors, je reviens là-dessus parce que tout à l'heure, Didier Bergen parlait de la Caraïbe. J'ai souvent l'occasion
de voyager dans la Caraïbe, bon, d'origine journalistique, et j'ai comme l'impression qu'en Guadeloupe, on va beaucoup plus vite que dans la Caraïbe du point de vue, enfin, sauf certains pays comme peut-être Porto Rico, mais quand on prend les autres petites îles de même dimension que la Guadeloupe, on a l'impression que la case caribéenne, si on peut l'appeler comme ça, disparaît plus vite en Guadeloupe que dans les autres îles voisinantes. Par exemple, la Dominique, Sainte-Lucie, par exemple. Est-ce que, pour revenir au débat qui est à l'instant, il faudra aussi penser à arrêter de consommer des terres agricoles. Oui. Il faudra geler pour éviter de voir ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire des constructions dans la campagne avec 100 logements, on prend un hectare de bananes. 1800 hectares qui disparaissent chaque année. Et ça, il faut le geler, il faut l'empêcher. Parce que l'idée que tout le monde pourra avoir sa maison individuelle, elle est généreuse, elle est intéressante. Mais André Guénaud avait fait un calcul et la Guadeloupe aurait été complètement recouverte de maisons individuelles. Oui. Il n'y aurait plus de parc national, il n'y aurait plus de rien. Donc cette idée-là, par contre, tu as un peu raison, il faut laisser aussi les gens aux possibilités de s'exprimer, mais il faut les encadrer et il faut revenir, reconstruire les bourgs. Oui. Il y a beaucoup de terrain dans les bourgs, dans les villes, dans les Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, dans les communes. Il faut inciter les gens à revenir. D'abord, ça coûte moins cher, puisque les réseaux sont déjà là. Souvent, on tire des réseaux à la campagne pour un certain nombre de logements, et donc ça coûte cher, et au détriment des collectivités. Oui. Donc ça, c'était un petit peu la question de... Oui. Maintenant, l'élévation du niveau de vie n'est pas étrangère non plus à ce genre de choses. Les gens voyagent aussi, ils voient ce qui se passe. Et j'étais à la Martinique hier, et on observe à la Martinique les gens qui veulent revenir dans des appartements. Et des appartements de très grand luxe, de très grande qualité. Et il n'est pas impossible qu'on revienne autour, mais avec des taux différentes. Mieux équipées, mieux organisées, mieux construites, mieux bâties. Et donc l'architecture évolue, l'urbanisme évolue, il n'y a rien de définitif. Mais il faut cesser, à mon avis, de consommer des terres qui sont très souvent agricoles et de belles terres. Alors, et juste pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est vrai que nous, ici en Guadeloupe, même en Martinique, nous avons encore l'empreinte de la métropole, de la France. Nous sommes encore des territoires d'outre-mer et la plupart des îles de la Caraïbe sont indépendantes. Elles ont eu leur indépendance, elles ont gardé un petit peu l'empreinte de leur architecture d'antan. Ce sont pour la plupart des îles anglophones. Oui. Ces îles anglophones ont gardé donc cette tradition, mais ils n'avaient pas le même système constructif que nous. Vous savez que la France, en termes de réglementation, elle est assez rigide. Nous avons beaucoup de réglementations. Voilà. Oui. D'ailleurs, le président de la République avait dit l'année dernière qu'il voulait, donc, pour pouvoir accélérer les actes administratifs, réduire un petit peu les normes. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes plus enclins à laisser la maison, la case créole? C'est que tout simplement par rapport à notre futur, non pas à notre passé, mais à notre futur, nous vivons comme des Européens. Et nous habitons donc comme des Européens. Cependant, moi je le regrette un petit peu, c'est mon avis personnel, nous sommes quand même caribéens. Oui. Nous sommes caribéens et nous avons un style de vie latinos, pardon. Donc ce style de vie fait que nous devons allier, parce que on a notre patrie-mère qui est là et qui nous donne donc les différentes orientations, mais nous avons quand même un style de vie tropical et il faut faire comprendre aux gens que, comme disait Frédéric Angel, on a un style de vie qui nous est propre, oui, avec une architecture, avec des matériaux, avec des us et des coutumes, mais surtout avec un climat et avec une manière de vivre. Oui. Voilà, donc la maison créole, elle va disparaître parce que les familles sont de plus en plus nombreuses. Elle va disparaître parce que nous avons besoin de elle disparaît sans laisser de traces, parce que j'ai vu que la région fait chaque année du concours de la plus belle, la plus ancienne maison créole. Oui, mais ce sont... Avec le CAUE d'ailleurs. Non, mais on ne peut pas appeler ça des cases créoles. Ce sont des maisons créoles, oui. Le CAUE fait un petit peu un concours du patrimoine. Mais si vous regardez ces maisons, ce sont des maisons quand même de grande envergure, voilà, qui ont un attrait patrimonial, un attrait architectural. La case aussi a un attrait architectural. Oui. D'accord ? Moi, je regrette, je me rappelle lorsque j'étais petit, je voyais qu'on déplaçait des cases sur des camions. Ça se fait plus. Ça ne se fait plus. Et pourtant, nous avions donc la possibilité de garder cette case comme il le faisait avant, c'est expliqué dans le livre de Jacques Berthelot, et de construire autour. Oui. Donc certaines personnes dans des quartiers le font.
Certaines personnes dans les quartiers le font. Mais il y a toujours cette envie, cette envie de pouvoir imiter l'autre. Et on imite l'européen. Oui, parce que, alors, on va prendre un autre aspect du débat qui est intéressant, c'est que Pointe-à-Pitre a connu sa première rénovation urbaine il y a 40, 50 ans. En 65. Bon, aujourd'hui, on est en train de tout casser. Parce qu'on a eu l'impression, j'ai souvent entendu ça, que Pointe-à-Pitre c'était sarcélisé, entre guillemets. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes des architectes, vous participez quelquefois à des appels d'offres, enfin bon, je ne veux pas sur les détails. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que les erreurs des années 60 vont être reproduites, ou bien est-ce qu'on a tiré le leçon? Alors, parce que j'ai connu la première rénovation urbaine. Oui. Je suis né dans Pointe-à-Pitre. J'ai vu démarrer à partir de l'arrivée des Soutes en 59 et à partir de Bongo en 65. On a vu un formidable travail. Alors, il faut savoir que Pointe-à-Pitre était un bidonville, un énorme bidonville avec qui vivaient 15 000 personnes. Dans l'eau, dans les conditions de l'eau, les golomines, les conditions déplorables. Donc, golomines que Cornélie disait qui n'étaient pas tout à fait néfastes. Hein, voilà, il était utile pour les moustiques. Hein. Oui, voilà. Mais enfin, il y avait une mortalité infantile importante, il y avait vraiment des conditions de vie qu'on ne peut pas comparer. Donc je pense que la deuxième rénovation urbaine, moi je ne crache pas sur la première parce qu'elle a assaini. Pointe-à-Pitre, c'était des canaux à ciel ouvert, tout a été fermé, tous ce qu'on appelle les VRD ont été revus. Donc on a fait des tours, des espaces pour... on peut considérer que c'était une erreur, mais à l'époque, il y avait l'urgence. Voilà. Il y a un très beau ouvrage de Marc Jallet, d'ailleurs, qui parle de l'urgence en architecture. On a toujours des urgences, mais il fallait loger ces gens-là, qui, à Hugo, étaient très contents. Où il y a eu le moins de dégâts, c'est dans les logements sociaux, dans les tours, dans les bars, où les gens ont passé une nuit correcte par rapport aux gens qui étaient dans les villas et dans les cases. Donc la deuxième rénovation urbaine, à mon avis, c'est la prolongation de la première rénovation. On refait du bâti. La qualité s'est améliorée, les espaces, il y a des espaces de vie, des espaces de commerce, des espaces de jeu. La vie est beaucoup plus... on a tenu compte de la manière d'habiter, plutôt qu'à l'époque, on faisait des logements, il fallait faire vite. Oui, donc je crois que c'est une bonne chose, la deuxième rénovation. La deuxième rénovation ne sera pas la première, parce que... Voilà. Et dans 50 ans, il y en aura une troisième. Il y aura une troisième. Donc on va recasser pour refaire. Alors c'est un cycle, finalement. C'est un cycle, bien sûr. Bien oui. Non, parce que les habitudes évoluent, c'est comme la mode. Lorsqu'on s'habille, à un moment, on ne s'habillait pas en jean, maintenant on s'habille en jean. Peut-être que dans une vingtaine d'années, on va s'habiller en jupe. En pas de délai. Donc voilà, c'est un phénomène de mode, mais c'est aussi un phénomène d'accoutumance par rapport à notre mode de vie. On a un mode de vie maintenant qui est à 100 000 à l'heure. C'est façon de parler. Mais nous avons besoin de pouvoir progresser tant en termes d'habitat, qu'en termes de voirie, qu'en termes de déplacement automobile, et même au niveau des métiers. Parce qu'avant, on faisait un métier autour de chez nous. Maintenant, on peut aller exercer à Basse-Terre, en Martinique, à Marie-Galante, à Saint-Domingue, voire en France. Vous voyez, donc on voyage un petit peu plus. Sauf que 50 ans après, quand même, on peut dire qu'il y a eu de nouveaux concepts, l'écologie, l'écosystème. C'est-à-dire que quand on a construit la première innovation, on n'a pas tellement tenu compte des espaces verts. Voilà. Par exemple. Il fallait faire vite. Il fallait loger les gens dans des petites cellules. C'est où on a introduit les fameux coffrages tunnels. On appelle les cases à poules. On faisait un étage par jour. Oui, mais les gens sortaient de l'eau. Sortaient les femmes qui accouchaient dans l'eau pratiquement, rentraient dans des espaces plus sains avec un sanitaire. À l'époque, c'était un petit peu... c'était pas... Et donc, ils étaient à l'abri de l'eau, on va dire le clos et le couvert. Et par contre, ils ont perdu le voisinage. Ils ont perdu la notion de coût, de la vie sociale, la mixité aussi. Ils se sont retrouvés avec des gens qu'ils ne connaissaient pas et tout. On a perdu le lien social à ce niveau. Mais on a un progrès considérable sur la mortalité infantile. Quand on compare de 60 à 80, ça a doublé. Enfin, là, ça a diminué de moitié. De moitié, mais plus que ça même. L'autre aspect, c'est la nouvelle vie urbaine que ça a généré avec des dérives quelquefois. Enfin, parler de dérives, je ne pense pas que les dérives aient été générées par les nouvelles constructions. Des dérives, mais enfin, quand on dit souvent que vivant en case créole, en petit casa, où ils vivent dans un logement HLM, de type HLM, implique un autre type de rapport social, de toute manière. Alors, c'est sûr que ça va influer sur l'évolution sociale des personnes qui habitent dans tel ou tel logement. Ceci étant, ce sont des évolutions qui se font en même temps, en fait. L'évolution sociale se fait en même temps que l'évolution d'habitat.
il faut aussi garder en tête que pendant la rénovation urbaine, il y a des bâtiments, des habitations qui sont là depuis plusieurs années et qui ne vont pas subir de rénovation urbaine et pourtant qui se trouvent au cœur de ce système urbain. Quand on parle des maisons de ville, ce sont des maisons de ville qui n'ont pas forcément 20 ans, c'est des maisons de ville qui ont 50 ans, des fois 60 ans, des fois plus. Il y a aussi des bâtiments collectifs qui sont privés, qui sont là depuis plus de 30 ans, qui ne vont pas subir la rénovation urbaine. Pourtant, les personnes qui vivent dans ces bâtiments, aujourd'hui, ne sont pas forcément les mêmes qui vivaient là il y a 30 ans. Cette évolution n'est pas seulement due à l'évolution constructive, à l'évolution urbaine, mais surtout à l'évolution du contexte social et économique qu'on connaît. On ne vivait pas de la même façon, comme il dit tout à l'heure, on travaillait différemment il y a 30 ans, aujourd'hui on travaille de même façon. Chaque époque génère son type d'habitat. J'ai même vu des associations qui se sont formées contre la démolition des bars, des Henri IV et tout ça. Il y a eu des gens qui m'ont appelé en me disant on était bien là, tout compte fait, on veut casser, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura. Il y a eu des protestations, bon ça s'est un peu calmé, mais les gens s'étaient habitués à ce type d'habitat. Et ils étaient, de les déloger, ça a provoqué des problèmes. Par contre, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez parlé de dérive tout à l'heure. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons, dans la plupart des cas, dans des immeubles. Donc, ce sont des immeubles de moyenne hauteur où les gens vivent en verticalité. Ici, en Guadeloupe, aux Antilles, on aime vivre dehors. Le logement, c'est un hub. C'est-à-dire qu'on y dépose ses affaires, on vient prendre une pomme, une bouteille d'eau, on vient manger et on repart. Donc on vit dehors. S'il y a des dérives, je crois, c'est une analyse personnelle, c'est qu'avant on vivait dehors aussi. Sauf qu'avec la case, avec les quartiers où tout le monde était à rez-de-chaussée et où donc tout le monde se connaissait, lorsque le jeune, entre guillemets, sortait, il était encadré, il était dans son quartier. Là maintenant, il descend, c'est un terme, il descend, il est dans son quartier, mais le contrôle se fait à 6-9 mètres. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de contrôle et peut-être plus de dérives. Et même si les politiques, les urbanistes et les architectes font en sorte de pouvoir créer des espaces communs pour que ces personnes qui vivent dans ces cités, qui vivent dans ces quartiers, puissent se divertir, mais moi je crois que ce n'est pas assez. Il faut repenser la manière de vivre et la calquer un petit peu sur ce qui se faisait avant. Nous avons perdu Comme des habitudes. Comme vous dites avant la rénovation, revenir à... Revenir sur la base de notre mode de vie, nous, en Guadeloupe. Sans oublier que nous devons vivre avec la modernité, mais tout à l'heure je parlais de tradition et de modernité. Il faut pouvoir allier le tout et trouver la bonne formule, trouver le bon mixage. Parce que M. Corbin disait tout à l'heure que il y a une première innovation, il y a une deuxième, il y aura peut-être une troisième. Quels sont les indicateurs qui président à la rénovation? Est-ce que c'est l'état des maisons ou bien c'est l'état de la société? Alors, il y a deux choses. Il y a l'état du bâti. Vous savez qu'en 50 ans, on a changé de 4 ou 5 fois de normes. Les normes parasismiques ont changé de 53, 69, 72, 92, 2014, les dernières. Donc on a des bâtiments qui étaient obsolètes, qui étaient faits avec des petits voiles de 12 cm, des planchers de 12, qui étaient sonores. Et puis, qui ont quand même résisté aux secousses, aux dernières secousses quand même. Oui, mais petit à petit elles se fissurent, petit à petit elles sont instables et les études ont montré que beaucoup de ces bâtiments qui ont été faits assez vite ne tiennent plus. Donc c'est une des raisons aussi. D'accord. C'est une question de sécurité, des normes de sécurité. On profite pour les mettre aux normes. Dans tous ces logements sociaux qui ont été faits dans Pointe-à-Pitre, les terrains ne sont pas bons, ils descendent, les terrains se tassent. Et à l'époque, dans les calculs, on ne prenait pas en compte certaines données, des frottements sur les pieux, on fait plein de choses qui font qu'on recommence. Mais ce qu'on fait maintenant est beaucoup plus solide, ce qui se fait à Bergevin. Regardez la qualité, la couleur, la distribution, les volumes. Il y a quand même un progrès considérable. Il y a eu plus de temps pour faire les études, parce qu'à l'époque, on faisait 200 logements et les études étaient faites en 10 jours. Maintenant, les études durent plus longtemps, on a plus de gens qui donnent leur avis, plus d'architectes, plus d'urbanistes. C'est quand même beaucoup mieux ce qui se fait actuellement. Alors, il y a une question qui quelquefois crée souci, polémique, c'est la question des marchés. Souvent, en tant que journaliste, j'ai entendu des architectes se plaindre du fait que beaucoup de marchés leur échappaient et étaient
il faut le dire, livré, c'est pas le terme, attribué à des architectes extérieurs à la Guadeloupe. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui ça se calme un peu? Est-ce que, je ne sais pas si c'est le président l'ancien président qui peut répondre à cette question? C'est l'ordre de l'ordre, oui. Non, en fait, c'est un faux problème. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans un système de marché public, donc ouvert au national, voire à l'international. Oui. En Europe. Voilà, en Europe. Oui, mais non, il y a des cabinets extérieurs qui viennent soumissionner pour faire des concours pour des bâtiments publics de grande importance. En termes de logement, on ne le trouve pas. Le prochain palais de justice de Pointe-à-Pitre, il a déjà été attribué. Il est attribué à une équipe de métropole. Tout à fait, tout à fait. Mais là, on parle de logement. Il faut savoir qu'en termes de logement, ceux qui soumissionnent sont souvent des cabinets antillais, qu'ils soient guadeloupéens ou martiniquais. Donc on ne retrouve pas ce problème. On retrouve ce problème. Enfin, un problème, ce n'est pas vraiment un problème. Si le maître d'ouvrage choisit cette équipe, c'est pour une raison précise. Maintenant, nous, l'ordre des architectes, on insiste auprès du maître d'ouvrage, à savoir que nous avons quand même, j'en parlais tout à l'heure, un mode de vie, nous avons quand même des manières de vivre et puis une réglementation à respecter. Donc il faut qu'il y ait des autochtones qui puissent faire partie de cette équipe. Est-ce qu'il y a une difficulté à attribuer un marché, comme vous dites, à des autochtones plutôt qu'à des cabinets étrangers? Non, du tout. Non. Il n'y a pas Il y a une égalité. Il n'y a pas de difficulté, mais j'ai connu des cas où le collègue parisien qui avait remporté un projet à l'université notamment, son projet n'était pas constructible, il n'était pas parasismique, il a fallu le refaire complètement et il a coûté 1,5 fois le prix. Mais là on oublie, petit à petit on oublie, puis on met l'argent, puis on arrête là. Voilà. Donc il arrive souvent qu'ils n'ont pas la compétence, mais ce n'est pas un reproche, puisque en France on n'a pas de problème sismique, nous on est en zone maximum, et beaucoup de projets qui ne tiennent pas compte de cette réalité. Beaucoup de projets, alors qu'on s'est demandé, mais souvent ils ne tiennent pas compte, et ils vous font des prouesses architecturales qui sont irréalisables. Et il y a plusieurs cas actuellement de construction. Il y a quelques cas. Donc nous, ce qu'on demande, on se l'a demandé. Alors c'est là que l'ordre intervient. C'est là que l'ordre intervient, parce que l'ordre fait partie des jurys de concours et des jurys pour le choix des équipes lors des appels d'offres. Donc nous avons l'ordre d'un côté et le CIE de l'autre. Nous faisons partie du tiers de maîtrise d'œuvre obligatoire et nécessaire pour pouvoir juger un concours. Donc on incite un petit peu le maître d'ouvrage en lui faisant comprendre qu'il serait peut-être, je dis bien peut-être mieux de pouvoir choisir une équipe locale qui connaît ces normes, qui connaît ce mode de vie, parce que, attendez, lorsqu'on va construire des logements ou un bâtiment public, c'est pour les gens que nous connaissons, avec qui nous vivons, donc nous savons comment est-ce qu'ils vivent. Je ne dis pas que le cabinet extérieur ne sait pas, parce que vous avez des cabinets métropolitains qui prennent des concours au Japon, pourtant ils n'habitent pas le Japon, et vice-versa. Vous avez un grand cabinet qui a pris un concours, un centre culturel à Nouméa, centre culturel Jean-Marie Tchibéo. Pourtant, c'est un bâtiment qui tient. Maintenant, il faut savoir que souvent, il y a des équipes qui soumissionnent, qui ont été choisies et qui prennent des cabinets d'ici pour pouvoir les aider à comprendre et à faire les projets. Par contre, il y a la question que vous avez posée suscite quand même la question du challenge architectural. Tout à fait. C'est-à-dire que les architectes doivent à la fois répondre au challenge, comme il disait, de répondre aux besoins de la population qui va être logée ou de l'usager qui va utiliser le bâtiment. Mais la question posée devrait susciter aussi la question du challenge des architectes locaux qui peuvent aussi exporter leurs compétences à l'extérieur. C'est la question que j'avais posée, elle dit, est-ce que ça vous arrive de soumissionner vers des projets hors de la Guadeloupe, en France ou ailleurs? Qui soumissionnent ailleurs, à la Martinique. Oui, à Martinique, mais au-delà, et dans la Caraïbe. Très peu. Alors non, dans la Caraïbe, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Administrativement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus compliqué pour les Caribéens de venir soumissionner ici, d'accord, administrativement. Oui. Mais pour les Antillais, pour les Guadeloupéens, on peut. Ça existe.
existe. On a des confrères qui ont soumissionné pour des bâtiments à Sainte-Lucie, à Barbade, à Saint-Domingue. Et qui ont réussi quand même à... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, D'ailleurs, nous faisons partie d'une association qui s'appelle la Fédération caribéenne et panaméricaine des associations d'architectes, où l'année dernière, il y avait un congrès, et lors de ce congrès, nous avons eu 3 équipes de la Guadeloupe qui ont été primées. Oui. C'était à Barbade. Vous voyez, donc notre architecture, elle est quand même reconnue. Et les Caribéens recherchent notre architecture parce que même si on se plaint de la multiplicité des normes, Oui. ces Caribéens, ils aiment quand on vient avec ce savoir. Oui. Vous voyez? La dernière question sur cet aspect, c'est que, d'après ce que j'ai compris, les normes parasismiques du système franco-européen sont différentes des normes de la Caraïbe en matière de sécurité, de fiabilité. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de normes. Parce Oui. qu'avant, c'est déjà un pays riche pour avoir des normes. Hein. Oui. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut des laboratoires, des ingénieurs. Et j'ai eu l'occasion de participer à des missions en Haïti il y a quelques années, bien avant le séisme, et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de normes. C'est-à-dire que les normes qui sont appliquées, ce sont, par exemple, un ingénieur qui a fait ses études en France, il applique les normes françaises, s'il a fait ses études aux États-Unis. Donc il y a une espèce de cocktail, une espèce de mélange, mais ils n'ont pas de normes, et très souvent, ils n'appliquent pas de normes. Et c'est souvent ça aussi dans la Caraïbe. Je ne dis pas qu'ils ne construisent pas bien, mais hors nous, aux Antilles françaises, en Guadeloupe, Martinique, on a quand même un savoir-faire. On a un savoir-faire qui date de... Les normes existent ici depuis 40, 50 ans. Il y en a qui n'en ont pas encore. Alors, c'est une question que c'est la dernière que je posais à Michel Corbet. Est-ce que, oui, on aura le micro-trottoir tout à l'heure, me dit-on en régie, est-ce que Alitur, quand on a construit, tenait compte déjà de ces normes de façon intuitive, on va dire. En 1935, les premières normes sont nées en 1955. C'est-à-dire, à l'issue du tremblement de terre de Orléansville, on a pondu les premières normes qu'on a appelées les AS 55. Oui. Antisismique, maintenant on dit parasismique. Tout à fait. Et donc Alitur, comme tous les architectes de l'époque, n'avaient pas de normes, mais ils avaient... Mais rien n'est tombé depuis qu'il a construit... Il avait du bon sens. Oui. Et le bon sens, c'est-à-dire il avait ce qu'on appelle la conception parasismique, de manière intuitive. D'accord. Parce qu'on peut avoir de la conception parasismique, ça existe, de manière naturelle. Et il y en a qui le savent, de même qu'on faisait des voiliers, il y a des maçons, des menuisiers qui faisaient des menuisiers de la marine, qui construisaient des bateaux. Ils faisaient ça sans plan, comme ça, de manière intuitive. Vous avez aussi donc les projets, le travail d'Alitur est remarquable, car il est surdimensionné. Alors évidemment, quand on fait des analyses... adapté quand même à le paysage. Tout à fait. Enfin, écoutez, il n'y a pas à l'issue, il n'y a aucun ouvrage qui a souffert jusqu'à maintenant. Alors on commence à faire des diagnostics actuellement, et on s'aperçoit qu'il y a des petites choses à remplacer, à modifier à la préfecture, à droite et à gauche. Mais globalement, ça a tenu. Il faut dire qu'il s'arrêtait à R+1 et les églises un peu... Mais il n'allait pas très loin. Mais il avait un empattement, il avait une assise importante. C'était quelque chose d'assez étalé. Mais c'est vrai que du point de vue de l'esthétique, il a quand même révolutionné l'œil de l'Antillais, parce que nous avons eu des bâtiments en béton avec des colonnes, avec des jardinières, avec des portes. C'était quand même révolutionnaire. Et ça résiste finalement du point de vue esthétique et du point de vue de la durabilité. J'ai eu l'occasion de travailler sur ces bâtiments, de faire des prélèvements pour l'amener en laboratoire pour voir, et on s'aperçoit qu'ils avaient de bons... C'était pas du béton, c'était du ciment armé. C'était pas des aciers tors, c'était des aciers lisses. C'était des roches de rivière, les grosses roches. Donc tout ça fait que... Et puis c'était des murs de 40 cm d'épaisseur, on est passé en 15. Donc il y avait une certaine... Et puis des enduits à la chaux, enfin c'est assez remarquable quand on regarde. Et ils savaient construire, et ils prenaient le temps de construire. Alors, comme toujours dans cette émission, on se tourne vers le public dans la rue, et le micro-trottoir donne un petit peu la tendance de la rue. On va écouter. Les gens qui font appel à des architectes, c'est des gens qui ont les moyens. C'est des gens qui ont les moyens. Si on sait qu'on n'a pas trop les moyens, c'est pas la peine. Déjà, la mise en plan et tout ce qui s'ensuit avant déjà l'évaluation déjà du projet, c'est déjà des prix hors compétition, quoi. Et quelle démarche est-ce que vous avez entrepris pour réaliser la maison justement alors? J'ai fait appel à un constructeur. Et comment ça s'est passé? Même pas le plus offrant, mais le plus disponible et le plus rapide. Voilà, ça s'est très bien passé. Et quelle différence vous trouvez entre l'architecte et le constructeur? L'architecte, pour moi, ce sont, comme je dis, pour des gens qui ont les moyens. D'accord. Le constructeur, vous avez des constructeurs de référence, ils sont compétitifs entre eux, donc ils font tout pour le client.
le plus rapidement possible. Tandis que l'architecte, ils sont quand même à leur compte. Les prix varient d'un à l'autre et voilà. Donc, et finalement, quand on fait appel à un architecte, on n'est pas finalement, en final compte, on n'est pas vraiment sûr du projet. Hein. On ne sait pas. Construction de votre maison, est-ce que vous êtes passé par un architecte? Non, je suis passé par un constructeur qui proposait du gros œuvre. Du gros œuvre hors d'eau, hors d'air. Qui veut dire, on nous propose les murs, la charpente, la toiture, sauf qu'à l'intérieur, avec les portes, les fermetures, sauf qu'à l'intérieur, c'est tout vide. Il fallait tout simplement faire appel à des artisans de seconde œuvre, notamment l'électricité, le carrelage, le plaquiste, la plomberie et aussi un corps d'état pour la peinture. Donc il n'y a pas eu d'architecte. Justement, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé par un architecte pour les plans, la construction, etc. Parce que je voulais une maison qui allait vite et comme ce qu'on me proposait allait en moins de 2 mois, donc ça a été vite. Donc l'architecte ça aurait eu le temps de préparer tout et tout, tandis que là je constate bien que les gens qui m'ont proposé ce système-là, ils s'occupaient de tout, juste du permis, du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai même pas eu besoin de passer par un architecte. Alors, on a eu deux points de vue. Une personne qui utilise l'architecte, en utilisant entre guillemets. De l'autre côté, vos concurrents maintenant, ce sont des gens qui font du ready-made, comme on dit en anglais, des maisons toutes prêtes, on les pose. Comment vous gérez ça? J'ai pas envie de donner de nom, mais enfin, bon, c'est très bien. Après, Hugo, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. En fait, il ne faut pas parler de concurrence. Moi, je dirais que ce sont des compléments. Parce que vous savez que, suivant la loi, toute personne peut construire sans passer par un architecte si sa surface de plancher ne dépasse pas 170 mètres carrés. Oui. Les maisons de construction sont là pour pouvoir, comme le disait le monsieur, proposer des maisons catalogues qui vont vite. D'accord. L'architecte, lui, il ne va pas lentement, mais il explique au client comment vivre dans sa maison. C'est-à-dire qu'il crée le projet du client ou avec le client de manière à ce que sa maison soit personnalisée. Lorsque vous avez des maisons catalogues, la maison n'est pas personnalisée. Vous avez la maison de monsieur Intel. Peut-être que le carrelage ne sera pas le même, la couleur ne sera pas la même, mais la volumétrie... Quand il y a carrelage. Non, mais bon, dans la plupart des cas, ce sont des constructeurs, je pense, qui a carrelage. Mais il faut savoir que l'architecte, lui, il est là pour pouvoir concevoir. D'accord. Il faut retirer cette idée du fait que l'architecte coûte cher. L'architecte ne coûte pas cher du tout. L'architecte, il est transparent. Quand vous allez voir votre architecte, vous allez voir un architecte, un ingénieur, des entreprises corps d'État séparés ou une entreprise tout corps d'État. Et lorsque vous faites la somme de tout ça, c'est comme si vous alliez voir le constructeur. Sauf que le constructeur vous donne un montant X, l'architecte va vous donner c'est global. Voilà, le constructeur a aussi un architecte. Et les constructeurs ont des architectes. Ce sont des sociétés qui ont des architectes dans la société. C'est fondu. Quand tu achètes une voiture, on ne te dit pas combien a coûté le prix de l'architecte. L'architecte est partout. Hein. Il aime tous les objets. On appelle ça des designers, c'est architectes. Ils font des bateaux, ils font tout. Et c'est le seul métier, l'architecte, où on demande de sortir le prix, combien ça coûte. On ne demande nulle part. C'est la transparence. Deuxièmement, pourquoi le législateur a laissé une latitude jusqu'à 170 mètres carrés, qui va devoir bientôt ramener à 150. C'est qu'il a mis du principe que dans la liberté, on doit pouvoir se soigner soi-même. On n'est pas obligé d'aller voir un médecin. On n'est pas obligé d'avoir un avocat si on a un problème, mais on a intérêt. Donc c'est un petit peu ça qu'a voulu le législateur, c'est laisser les gens la liberté. Donc, mais je recommande à quelqu'un qui est malade d'aller voir un médecin. Et quand il veut construire une bonne maison, ou un avocat, d'aller voir un avocat. Quand il veut voir une bonne maison, d'avoir un architecte. Et sur peut-être les derniers mots d'émission, mais enfin, je vais quand même poser la question. Est-ce que, je suis bastérien, est-ce qu'il y a un style architectural bastérien? Point 3. C'est la dernière question. Il y a un style architectural guadeloupéen. Oui, guadeloupéen global. De manière globale, il y a un style architectural. Il y a eu des styles architecturaux. Nous avons des périodes. Nous avons eu la période Nitila. Oui. Nous avons eu, la période Bertolo, la période Nitila. Ouais. Là, nous avons d'autres périodes. Il faut demander à Michel Corbin. Il y a des nuances. Il y a des nuances aussi quand même. Il y a des nuances. C'est-à-dire que c'est le même style, mais il y a des nuances. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire pareil à Saint-Claude
ou C'est bien ce que je pensais. à Grand-Fond-Sainte-Anne. Oui. Donc ce sera le même style, mais la nuance sera adaptée par rapport au fait qu'à Saint-Claude, il va faire 12 degrés certains matins de décembre, Tout à fait. et pas forcément à Sainte-Anne. Oui. C'est juste Donc il ça. faut en tenir compte. Il y a tout ça aussi qui fait que la maison catalogue ne passe pas partout forcément. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie quand même d'être venu porter quelques éclairages sur l'architecture en Guadeloupe. Bien sûr, c'est encore un débat qui va continuer. Dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra plus pertinemment sur ce bouquin auquel, que je conseille à tous les gens, Regard sur la ville, auquel vous avez participé tous plus ou moins. À peu près, oui, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Il y a eu l'ordre des architectes, quelques architectes. Je rappelle, enfin, alors, je ne sais pas s'il a disparu, je voyais de temps en temps une revue de la maison d'architecture. Panorama. Panorama. Elle existe. C'est le président qui alors, va donner des précisions. Alors, La le prochaine, Panorama est effectivement une revue gratuite qui Oui. était mise à disposition de la population guadeloupéenne, Oui. mais il faut garder à l'esprit que la maison d'architecture est une association d'architectes qui a donc besoin de moyens. Donc, Et on va donc- profiter de l'antenne justement pour rappeler à Oui. tous ceux qui peuvent éventuellement soutenir l'association Oui. que le Panorama coûte cher à hésiter et à mettre à disposition, je répète, gratuitement. Oui. C'est pas un magazine où vous allez trouver de la publicité comme tous les magazines qu'on trouve sur tout public. C'est un magazine qui sont là pour faire de la publicité et du commerce. D'accord. Là, c'est un magazine qui était là pour valoriser la qualité architecturale. Pas de publicité, juste la valorisation Il y a un architecturale. prochain numéro en cours. On pense, on espère que l'année 2014 va donner un résultat en ce sens. Avec toujours la même qualité graphique. On va essayer de faire en sorte que la qualité graphique n'aille qu'en progressant. Eh bien, on vous remercie en tout cas d'être venu porter ces quelques précisions. Et puis, je le rappelle, on va le dire, on va en parler tout à l'heure. Ce bouquin aussi, qui, je dis souvent, que tout le monde devrait avoir, tout Guadeloupéen, Casanti et Jean Moncarité, le livre de Berthelot, qui existe encore, Qui existe toujours. à profusion même. Oui, il y a encore des stocks. Oui. Il a été réédité plusieurs fois. Il n'a pas pris une ride. Alors D'accord, qu'il a ça, déjà je confirme. 30 ans. Je confirme. Bien, voilà, merci messieurs Merci d'être à vous. venus. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission consacrée donc à l'architecture, a pris donc M. Bergen, Corbeil et Angèle. On reçoit sur le plateau Pierre Chadouille, bonsoir. Bonsoir. On ne savait pas que vous étiez architecte, mais enfin on va savoir pourquoi vous êtes là. Madame Trop-Plan, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Romney, qu'on connaît bien, bonsoir. Bonsoir. Et Madame, oui, on m'a pas donné son nom. Madame Muguet. Madame Muguet, oui, Madame Muguet, qui était déjà la dernière fois, lors de la Exactement. première émission, et on Exact. avait promis de refaire une seconde émission. Alors, on parle d'architecture, mais au travers d'un ouvrage magnifique qui est sorti il y a quelque temps. Alors, cet ouvrage, un petit peu, bon, il faut le dire, c'est un ouvrage de qualité. J'ai même envie de dire de qualité architecturale, parce que les photos, la mise en page, tout est très, très bien fait. En plus, il y a un CD, je fais de la promo là, mais c'est mérité. Regard sur la ville, la genèse même du projet. En fait, Regard sur la ville, c'est un projet d'action culturelle qui a été initié par la Maison de l'Architecture de 2005 à 2009. C'est un projet qui permettait d'ouvrir en fait l'architecture sur les regards sur la ville et surtout d'ouvrir aux échanges entre tous. Tout ça avec, veut dire entre architecte et public ou bien architecte voilà. seulement? Non, Tout le non, monde cloue. architecte et public, architecte et artiste, architecte et citoyen, politique, etc. On a vraiment, vraiment essayé d'ouvrir au maximum cette réflexion sur la ville à tout le monde. À vraiment, vraiment Alors, tout le c'est monde. la raison pour laquelle, par exemple, Chadouille, qui est un artiste peintre, se retrouve dans cette histoire. Oui, Bonsoir. tout à fait, oui, absolument. Donc je ne suis pas architecte, c'est dommage. Son Mais regret. bon, j'ai un regard quand même sur l'architecture, sur la Sur construction. l'art aussi. Et ce livre de Berthelot, je l'ai depuis petit, d'ailleurs. Oui, on dit éveil, quoi. Ah oui, un grand éveil, c'est extraordinaire.
Et oui, donc moi j'ai participé au premier mouvement, c'était donc sur les places publiques. Oui. Et donc l'idée c'était effectivement d'avoir des regards de sociologues, de philosophes, de plasticiens, photographes et même de musiciens. Hein. On avait Exos, art urbain, des cinéastes aussi, effectivement. Donc oui, effectivement, c'est important, je crois, de porter une contribution. Et comme j'aime bien l'anecdote d'Émile qui disait que quand il est arrivé aux Beaux-Arts, mais il a vu la porte Beaux-Arts et puis il s'est dit non, finalement je vais à l'architecture, c'était juste à côté. Ah oui, vous avez le choix entre les deux. Vous êtes doué pour l'architecture et pour la peinture, c'est ça? En fait, surtout quand on sort du lycée, en fait, à ce moment-là, on fait un petit peu les deux. On ne se situe pas forcément complètement, soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc, il y a soit le côté créatif, je dirais un petit peu total comme Pierre, soit alors en même temps, selon la démarche que l'on a, puisque moi j'étais plutôt dans une filière technique, et puis qui était plutôt justement ce côté construction, réalisation, justement, qui avait derrière. Et donc, ça a été un petit peu plus mon circuit. Mais entre les deux, justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Et en même temps, mon intervention, par exemple, dans ce regard sur la ville, a été en même temps une intervention d'architecte, mais aussi une intervention quelque part aussi un petit peu de couverture. Qu'est-ce que c'est exactement? Un petit peu de plasticien. Oui, alors, qu'est-ce que c'est la couverture? Donnez-nous un petit peu le sens. En général, on n'explique pas une œuvre. On la regarde et puis on l'apprécie, on ne l'explique pas. Alors ça, par exemple, ça c'est une photo. Alors ça, c'est pas le travail que j'ai fait véritablement dans le cadre de ce projet, mais pendant qu'on était justement à Darboussier, puisque en fait, regarde sur le dernier mouvement de Darboussier, c'est fait de regard sur la ville, c'est fait à Darboussier. Avant le mémorial avant le mémorial, justement. Oui. Et bien avant le mémorial, c'est-à-dire que ça s'est fait au moment où le projet du mémorial était déjà lancé, mais pas sur ce site-là. Et que la Maison de l'Architecture, en ayant l'intention et en ayant fait cette manifestation à Darboussier, a quelque part fait ressortir la valeur de ce site. Et ce projet donc, de Mémorial Act a été délocalisé sur Darboussier. Donc, en fait, quand on dit regard sur la ville, justement, c'est qu'on voit bien comment des actions qui peuvent être portées par des architectes, par des artistes, par des plasticiens, par la société civile, finalement, peuvent être aussi des moteurs en termes d'aménagement et en termes de développement. Voilà. Alors, Françoise Trouplan, je vais vous poser la même question, puisque vous intervenez aussi dans ce cadre-là. Quel a été votre regard sur la ville, d'une manière générale? Alors, moi, j'ai eu un regard un peu particulier parce que j'étais chargée par Perrine Huguet d'un rôle très particulier. C'est que j'animais les débats, oui. Je faisais parler, je faisais tourner la parole. Oui. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Parce que les gens, tout citoyen, a une idée de sa ville, une idée de l'espace public, etc. Mais souvent, on fait à sa place. Alors, on fait entre sachants, architectes, urbanistes, politiques, etc. Mais il a rarement l'occasion le citoyen a rarement l'occasion de s'exprimer. Il voit les choses se faire et il critique, il commente. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu des gens commenter la destruction de l'hôtel de ville de Goyave. Oui. Chaque personne a quelque chose de très intéressant à raconter. Ça valait le coup de regarder les gens s'exprimer sur ce bâtiment qui avait... C'était quelque chose qui était important pour eux. Donc là, ça a été l'occasion pendant ça a duré un moment, ce projet. Le projet commence en 2005, c'est ça? Voilà, ouais. Ça a été l'occasion de donner aux gens la possibilité de venir en un lieu où c'était eux les acteurs. Oui. Voilà, c'était les architectes, c'est la Maison de l'Architecture qui l'a fait, mais ce qui a été formidable dans ce travail, c'est que les architectes se sont fait tout petits et ils ont laissé les gens, les artistes, voilà, tout le monde avait droit à la parole, tout le monde avait le droit de s'exprimer, et nous on regardait, on attendait. Voilà. Alors est-ce que, je pose à tout le monde la question, est-ce que à la suite de ces débats, vous en tirez quelque chose, du point de vue par exemple, vous venez du point de vue de l'architecture, c'est-à-dire que, bon, mon gars dit, on a fait quasiment nous, mais est-ce que finalement, le rapport entre l'architecte et le citoyen, il est égalitaire de ce point de vue-là dans une discussion? Est-ce qu'on écoute ce que disent les citoyens? Ce qu'il y a, François je disais un petit peu, c'est que justement, c'est qu'on a peu d'espace pour pouvoir créer cette discussion, cet échange justement entre les citoyens et ceux qui produisent la ville. Et ceux qui produisent la ville, ils sont multiples.
il y a évidemment les architectes, mais il y a aussi les donneurs d'ordre. Il y a les maires, tous ceux qui sont responsables de l'aménagement, les services de l'État, les municipalités, les collectivités, etc. Et tous ceux-là, maintenant, avec leurs moyens, avec leurs outils, sont responsables de la ville. Mais la ville s'adresse à tous. Elle s'adresse aux citoyens. Et ensuite, et surtout, ce sont les citoyens qui vont pratiquer la ville. En même temps que Chadru est plasticien, mais en même temps, c'est aussi un citoyen. Donc, il a à la fois ce double regard, justement, de plasticien, mais en même temps, ce regard de citoyen, d'usager de la ville, comme nous tous. Et donc, il serait justement intéressant, parce que la ville est quand même un moteur de l'activité sociale qui est important. Et notamment dans des espaces comme les nôtres. Et ce serait justement intéressant de continuer à croiser les regards. La ville ne peut pas être simplement le résultat de procédures administratives, de contraintes financières, d'urgence de délais de production. Mais au contraire, c'est que la ville doit justement pouvoir s'adresser aux citoyens. Mais quand dit le citoyen d'une manière générale, Françoise ou vous, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a des réclamations? Il a des points de vue? Il a des choses à dire. Il a souvent des choses qui ont rapport avec la manière dont il a vécu la ville. Oui. Voilà, donc ça lui rappelle soit des souvenirs, soit... il conteste pas vraiment, mais souvent, il a quelque chose à dire. Je prends un exemple tout à fait particulier que vous connaissez. Quand on a, entre guillemets, refait la place de la Victoire, de Pointe-à-Pitre, j'ai entendu beaucoup de commentaires, avait été mis avant, etc. etc. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est toujours off, c'est-à-dire que les gens disent ça sur le bord de la route, vous voyez, voilà, mais il n'y a pas une véritable expression. Sauf, il y a une chose qui est très particulière ici en Guadeloupe, c'est les lieux de Sénat. Oui. Bon, c'est l'endroit où des copains se réunissent pour parler des choses de la ville, justement de la cité. Les Sénats existent toujours, ils arrivent à se maintenir. Oui. Il y en a à Pointe-à-Pitre, il y a plusieurs Sénats. Près de la place, bien sûr. Pas que près de la place, alors ici, c'est alors ici aussi, oui, près de voilà, les gens ont besoin de parler de leur quotidien. Il n'y a pas de femmes dans le Sénat d'ailleurs. Oui, pas de malheureusement, bon, les choses changeront peut-être un jour. Mais, la parité viendra. Donc ça veut dire que les gens ont quand même besoin, même si c'est en cercle restreint, de s'exprimer sur leur quotidien, sur leur environnement. D'accord. Alors, dans ce livre, il y a une place particulière, je ne sais pas le jeu de vous, mais je le dis, sur la place, sur les places de la ville. Qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui? Les places, place des Martyrs ou place de la Victoire ou telle autre place sont bien perçues par nos citoyens, parce que j'ai le sentiment, moi je le dis, je suis de Bastérien, la place du Champ d'Arbeau à Bastère, c'est un endroit où les gens tournaient en rond, enfin François doit le savoir, parce qu'elle est Saint-Claudienne, la région, on voit de moins en moins de gens qui font ça. Pourquoi? Les places n'ont plus leur rôle attractif qu'on avait le dimanche, parce que les gens, je te casse ici la place, comme on dit, avec Timounayo, s'habiller, etc. On a l'impression que ça disparaît. La place, c'est un espace, enfin, si on parle du Champ d'Arbeau que nous, on a connu, c'était une place d'armes. Oui, donc, au départ. Voilà, qui était ombragée. Il n'y avait pas de problème de sécurité, parce qu'il n'y avait pas de petits bosquets, etc. Je veux dire, on allait sur cette place, c'était une pelouse, donc c'était extrêmement agréable. Il y a des bancs, il y a quand même des bancs. Oui, mais c'est une tradition de place d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans les îles anglaises. Tout à fait. On parle de Central Park, on parle de ce parc de Londres, etc. Hyde Park, etc. Mais on avait, à travers le Champ d'Arbeau, une place du même acabit, avec des arbres ombragés, de la pelouse, etc. Et aucun problème de sécurité. Petit à petit, bon, je veux dire, on s'est fait plaisir en faisant des bosquets. Vous savez, il y a un moment où il y a des modes comme ça. Bon, en ce moment, la mode, c'est de dire... Enfin, là, c'est plus tellement la mode, mais il y a quelques années, on disait il faut arrêter de construire en hauteur, on va construire en bas. Maintenant, on revient il y a un moment, on disait bon, les grandes places comme ça, c'est pas bien, il faut faire des choses, il faut faire des courbes, il faut faire des petits bosquets. On s'aperçoit que c'est pas mieux. Maintenant, on a des problèmes de sécurité à gérer. Il y a eu une autre génération de places, ou alors moi, c'est celle-là que j'aime le moins personnellement. C'est celle où, je dirais, on fait un peu tout pour que les gens n'y restent pas. C'est-à-dire la place, par exemple, avec le revêtement complètement blanc, vous ne pouvez pas y rester. Sans armes. Sans Ray-Ban, vous ne pouvez pas y rester. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser ces places. Oui, que c'est étudié pour... Ben, je ne sais pas, je me pose la question, parce que pour moi, une place... quand vous allez à Cuba, Saint-Domingue, etc., toutes les places sont ombragées. C'est tout à fait. Il y a des arbres et les gens sont sous les arbres. Mais je ne sais pas pourquoi, on a eu droit à une génération de places qui sont complètement au soleil, avec des revêtements clairs.
faut mettre les lunettes de soleil pour y rester. C'est même des architectes qui ont fait ça. Eh ben oui, mais elles n'ont pas fait toutes seules. Un maître d'ouvrage a le droit de dire à un architecte, reprenez votre projet. C'est effectivement des architectes ou des qui ont conçu ces places quand même. Oui. Des paysagistes qui ont la place de la mairie Pointe-à-Pitre à midi, on n'y fait pas bon d'y rester. Enfin, je dis ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est là qu'il y a justement la nécessité d'interroger les gens sur ce que c'est qu'une place, quel est l'usage d'une place. Oui. Parce que ces places-là, on ne peut les utiliser que le soir, une fois que le soleil est tombé. C'est bien dommage. C'est fait pour. Oui, et, je ne sais pas si c'est fait pour, mais il y a effectivement une demande qui est différente. Oui. Il y a une demande qui est particulière, une demande qui est politique, une demande qui n'est pas une place à vivre pour les gens. C'est une place qui est la représentation. Donc la demande publique, la demande publique, c'est une place qui est voilà, c'est une représentation. Oui. Monsieur le maire va vous demander une place qui va représenter quelque chose, sur laquelle il va pouvoir mettre tant de milliers de personnes pour pouvoir faire ses discours, pour pouvoir faire ses fêtes, pour pouvoir faire... C'est comme ça que ça fonctionne. C'est cette et l'architecte doit se plier, c'est ça non, c'est pas... On fait ce qu'on peut. Oui. Non, mais c'est pas forcément... Non, c'est pas forcément... C'est plié, c'est-à-dire que la ville a des usages aussi. Oui. La petite place où les gens vont se regrouper n'est pas forcément en effet la grande place pour les grandes manifestations publiques. Donc ce sont des échelles et des traitements qui sont différents et ça peut se comprendre facilement. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, deuxièmement aussi, quand on parlait, par exemple, du champ d'Arbaud, c'est qu'il y a le temps aussi... Vous connaissez le champ d'Arbaud ? Mais bien sûr, quand même. Non, je sais pas, non, mais pourquoi je dis connaître... Mais non, mais revenez Sébastien, donc... Ah oui, c'est vrai, la pharmacie. Et donc, comment dire, les usages changent aussi entre l'utilisation qu'il y a pu y avoir à une époque de la place, parce que ça correspondait à un mode de vie, un style de vie, et puis l'évolution des besoins, l'évolution des modes de vie. Ben, on va voir, par exemple, qu'aujourd'hui, sur Basse-Terre, en effet, il y a une activité, par contre, qui s'est beaucoup plus reportée sur le bord de mer, exactement, sur le boulevard qui a été aménagé. Oui. Et encore plus récemment que le boulevard, c'est la petite place qui a été faite en dessous du pont, là, justement. Donc vous connaissez Bastien. Voilà, exactement. Et du coup, on voit aussi qu'il y a un nouveau type de population aussi qui s'est approprié cet espace-là. Ouais. Donc la ville et quelque part aussi le travail qui a été fait avec ce livre, c'est justement d'attirer le regard, de se questionner sur les usages de la ville, qui utilise la ville, comment, et après ça, évidemment, pour savoir comment l'aménager, comment prévoir justement les évolutions d'usage, etc., etc. Donc c'est un travail aussi d'analyse, de regard et aussi de prospective. Et les espaces comme ça, même quand on est dans les grandes villes, les espaces évoluent au fur et à mesure des habitudes des gens. Pierre Chadouille, ça je m'adresse aux plasticiens d'une manière générale ou dehors de ça. Je vois par exemple que les murs de la ville sont imagés maintenant. Alors, mais oui, c'est vrai, Pointe-à-Pitre, c'est une véritable bande dessinée. Alors, comment vous, en tant que plasticien, vous percevez ce type, d'utilisation de l'espace public? Ben, je vois, des fois j'ai l'impression que c'est une bidonville d'image. Oui. C'est un bidonville d'image. Il y en a tellement. Bidonville, c'est négatif. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas par hasard que je dis ça. Parce que, c'est vrai, je suis plasticien, je dis, bon, ok, bravo. Mais je ne dis pas ça seulement pour Pointe-à-Pitre ou pour la Guadeloupe, hein. Ouais. Parce qu'il y a d'autres villes qui sont vraiment remplies c'est la culture tag, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ce qu'on appelle, bon là, oui, Aubert, etc. Ouais. Mais c'est comme dans l'art contemporain, il y a à demander à laisser. Je suis désolé. Ouais. Non, mais en même temps, c'est vrai, je suis un peu dur à dire ça. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même des commandes publiques d'images sur les murs. C'est pour cacher les graffitis. Qui ne sont pas forcément meilleurs. On va dire pour cacher les graffitis. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, bon, je ne sais pas si c'est pensé. Quand on dit architecture, quand on dit construction de ville, quand on dit urbanité, quand on dit... Il me semble que, mine de rien, même si c'est peut-être négatif parce que les gens n'ont pas forcément le droit à la parole, même s'il y a quand même parfois, il y a des appels à témoignages, enfin, on demande aux gens leur avis parfois sur certains projets, mais il y a quand même une pensée, il y a quelque chose qui est construit, ne serait-ce que dans le concept de développement d'une ville ou d'un quartier, où enfin, on a vu Bergevin par exemple. C'est pensé. J'ai pas l'impression que. Mais vous êtes sauvage. En fait, la norme n'a pas répondu. Est-ce que vous appréciez, puisque vous formez des jeunes au dessin régulièrement en atelier, est-ce que vous les incitez à aller
pas taguer, mais enfin, décorer la ville ou pas? Mais disons que bon, il y a des taggeurs ou des graffeurs que j'aime plus que d'autres. Cheikh Boudou, par exemple. Oui, exact. Ou Pac-Man, certaines choses. Je faisais. Oui. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est une libre expression. C'est une libre expression, ça veut dire que des images qui n'ont peut-être rien à voir peuvent se côtoyer, mais à la limite, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un peu aussi à l'image de, par exemple, l'idée, ce que vous venez de dire, par exemple, par rapport aux places publiques. On ne sait pas si la réflexion est aboutie, on ne sait pas si l'utilité qu'on veut donner, si ça a un écho par rapport à la population, par rapport aux attentes des gens, etc. Et c'est vrai que, bon, les tags, moi, j'en prends et j'en laisse, mais évidemment, parce que j'ai un regard quand même critique, heureusement. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait un peu aussi regard croisé, un petit peu comme ce qu'on a dans ce livre. Et c'est aussi un peu ce que je trouve intéressant. Pour moi, ça témoigne d'un temps, ça témoigne d'une expression, ça témoigne aussi d'une prise. J'ai l'impression que les artistes, les graffeurs, ils prennent d'assaut, quoi. Ils prennent d'assaut les murs, les moindres millimètres, mais c'est un truc de folie. Ça vous embête? C'est pas que ça m'embête, c'est que moi j'ai un regard, franchement aujourd'hui, pourtant ça fait quand même 30 ans, 40 ans que ça existe, moi j'ai un regard franchement très, pas inquiet, mais j'ai un regard critique là-dessus, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il a dedans, moi, peut m'intéresser, dans mon regard d'artiste, sélectif, pour pouvoir dire, bon, je valide ou je valide pas par rapport à ma création. Françoise, il y a eu des remontées dans vos discussions, au débat sur cette question de la décoration, entre guillemets, de la déco, je veux dire même pas la décoration, la déco de la ville? Non, parce qu'à l'époque, c'était, je dirais, on avait du vrai tag, c'est-à-dire que le tag, il était contestataire, il était illégal, il était... rejeté, quoi, on va dire. Voilà, il était rejeté à l'époque. Marginalisé. Maintenant, je veux dire, le tag, il est officialisé. Il tient dans un carré, 4x3, il dépasse pas. Il est artistique, il est officialisé, voilà. Oui. Bon, c'est une manière de faire. Et donc, quand on a commencé ces débats-là, le tag, c'était encore de l'expression revendicative. Alors, je quitte un petit peu la ville volontairement pour revenir sur un autre débat qui anime quelquefois des discussions, c'est nos ronds-points. Alors, j'entends souvent dire qu'il y en a marre des ronds-points en Guadeloupe, il y en a trop. Alors, est-ce que là aussi, ce sont des architectes qui les produisent, ces ronds-points? Pourquoi il y en a autant? C'est de la commande publique aussi? C'est une demande, c'est une mode? Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. C'est une question embarrassante. Hein. Non, c'est même pas une question embarrassante. C'est que, je ne sais pas, dans le terme rond-point, est-ce qu'on entend l'ouvrage technique qui très souvent est décidé par les ingénieurs routiers et qui décident de mettre un rond-point à tel endroit parce qu'il y a des difficultés de circulation, etc. etc. Donc il y a plus une sorte de logique routière maintenant. Mais il n'y a pas d'esthétique. Et un peu moins esthétique. Alors par contre, juste pour faire très, très bref, et c'est vrai que, et c'est un peu pour faire le lien avec ce que disait Pierre Chadru à l'instant, c'est que ça devient aussi le support maintenant d'expression, on va dire, plastique, comme si finalement les ronds-points deviennent ces lieux de concentration. Alors en même temps, on essaie de résoudre un problème technique, en même temps, ça devient un alibi à positionner de l'art. Que ce soit pour la ville ou que ce soit pour les ronds-points, faudrait moins en tout cas essayer de fonctionner par superposition de couches ou par juxtaposition de démarches. Ce n'est pas parce qu'on peint un mur ou qu'on met une œuvre au milieu de rond-point qu'on a atteint les objectifs. Et notamment, par exemple, si on reprend la question de la ville, et même pour les ronds-points, c'est pareil, c'est que en fait, la question, elle est beaucoup plus fondamentale que ça. Le travail qui a été demandé, par exemple, aux artistes dans ce livre, ce n'est pas de produire un travail artistique, c'est de porter un regard en tant qu'artiste sur la ville. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont aussi capables de penser l'urbain, ils sont aussi capables de penser au social, ils sont aussi capables de penser justement à la façon dont on peut se comporter en ville, dont la ville pourrait être. Et à ce moment-là, c'est ce regard de plasticien et qui crée justement cette ambiance pour nous tous. Et tous ceux qui pratiquent la ville au quotidien, même s'ils n'ont pas véritablement la formalisation au niveau du vocabulaire comme peut l'avoir un plasticien ou un musicien ou un architecte, mais en tout cas, ils pratiquent la ville tous les jours. Et leur façon d'utiliser la ville, soit de la vivre complètement, soit alors de la rejeter, peut aussi montrer l'échec ou la réussite d'un espace urbain. Alors, c'est la dernière question, puisque l'émission va se terminer. On m'a fait signe en régie. Je vous la pose à tous les quatre. Je l'ai posée tout à l'heure aux architectes qui vous précédaient. On parlait du débat sur la case créole qui est en train de disparaître.
Alors moi, je pose la question, est-ce que la ville créole est en train de disparaître aussi? Moi, je pense qu'elle pourra renaître à travers les... Elle va renaître, vous dites? Elle va renaître sous une autre expression graphique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va enfin libérer l'architecture. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être libérées, mais l'architecture a besoin d'être libérée. Elle est emprisonnée? Oui, elle est emprisonnée par un certain nombre de règles. On va rester sur Pointe-à-Pitre. Bon, pendant des années, on ne pouvait pas construire si on n'avait pas une parcelle qui faisait 7 mètres de largeur. Il y a plein de villes dans le monde qui construisent avec des parcellaires beaucoup plus petits que ça, 2,50 mètres, 3 mètres, etc. Donc, plus on va se libérer des règles, et à travers les plus maintenant qui ne reprennent que le code de l'urbanisme et non plus des règles, pente de toiture à tant de degrés, etc. Plus on va libérer l'architecture de ces règles, et plus on va pouvoir inventer de nouvelles formes, mais avec un mode de vie qui va, à mon avis, peut être caribéen. Oui, c'est ça, qui sera caribéen, c'est voilà, ça. Voilà. Oui. Pierre, la position sur cette question, l'artiste a un autre regard, je sais. Moi, c'est vrai, j'aime bien les Saintes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je retrouve encore le livre de Berthelot en sillonnant les rues des Saintes. C'est un truc extraordinaire. Ça veut dire que pour moi, c'est vivant. Pour moi, c'est pas mort. Pour moi, on peut encore s'en inspirer. Et comme tout à l'heure, les architectes disaient tout à l'heure, ce sont des constructions HQE. C'est incroyable. Oui. Et pourtant, les normes n'existaient pas encore. Et tout y était. Donc, moi, je dis que effectivement, c'est un élément à puiser. Je ne suis pas architecte, mais je pense que du point de vue esthétique, mais aussi du point de vue technique, finalement, parce que les normes sont là. Je pense que c'est vraiment à creuser, c'est vraiment là où on doit puiser notre identité architecturale. Oui, Émile Romney, en 2 mots, la ville créole. La ville créole, c'est ce regard sur la ville aussi, c'est ce questionnement, c'est-à-dire sortir justement de tous les réflexes de professionnels, d'institutionnels, de mécanismes financiers qui aujourd'hui ont beaucoup généré la création de nos villes. Et pour pouvoir justement, en dépassant maintenant ces réglementations, je ferai juste un petit parallèle. Il y a Daniel Maragnès, qui est ce professeur de philosophie qu'on a tous bien connu et qui a écrit d'ailleurs dans ce livre aussi, et qui dit il faut redonner envie de la ville. La ville doit être un lieu de désir. Donc, ce n'est pas tant la référence, justement, ce référencement au passé. On peut créer de façon contemporaine, mais ce qui est important pour la ville, c'est de redonner envie de la ville. La ville doit donner envie. Et Daniel Maragnès l'a très très bien exprimé. Je pense que c'est ça le devenir de nos villes. Quand on donnera envie aux Caribéens de vivre leur ville, ce sera une ville caribéenne. Est-ce qu'il y aura une suite? On espère. Vous espérez? En tout cas, on l'espère. Voilà, donc, c'était le dernier pour cette émission. Alors, je rappelle donc la sortie de cet ouvrage de qualité qu'il faut avoir, il va coûter cher, 30 €. Et on m'a dit tout à l'heure de le redire, le cas entier de Jacques Berthelot est encore d'actualité. Chadwick confirme, moi aussi. Ah oui. Donc ces 2 ouvrages, il me semble, je viens de le réacheter dans toutes les bibliothèques. Merci d'être venus, mesdames, messieurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. On termine rapidement en beauté. Merci. Salut. Merci beaucoup.